Bonjour à tous, bienvenue à ce bootcamp du développement durable. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est parti aujourd'hui pour 1 heure et quart de bootcamp intensif j'attends encore quelques petites minutes, mais on va bientôt commencer. En attendant, je peux vous présenter un petit peu les personnes qui vont participer. Donc, attends, non, je suis mal polie. Je vais vous présenter Elena Mathias Casacuberta, qui est notre responsable académique chez Ecolearn et qui concrètement s'occupe de toutes nos formations, qui est chef de produit formation. Donc c'est elle la tête pensante. Voilà, si vous avez la moindre question, Elena pourrait y répondre. Et moi, je me présente, je m'appelle Mao Morin. Je suis animatrice sensibilisation. Je suis notamment animatrice d'un de nos ateliers, la boîte à impact. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On en reparlera plus tard si vous voulez. Et je travaille en marketing aussi pour Ecolearn. Et donc, moi, je suis plus spécialisée dans la partie offre durable, marketing responsable. On va commencer, donc je vous résume un petit peu le programme. On va parler des fondamentaux de la durabilité. Donc là, on va reprendre vraiment tous les basiques. Donc si les limites planétaires, ça vous dit rien, si la théorie du donut, ça vous dit rien, vous êtes au bon endroit. On va ensuite enchaîner avec un petit atelier workshop où là, on va partir sur l'analyse du cycle de vie d'un produit. On va enchaîner avec les enjeux sociaux et sociétaux. Voilà, pour nous, ça nous tient vraiment à cœur. C'est un sujet qui est souvent mis à part dans la durabilité. Et donc, on a voulu remettre en avant les enjeux sociaux qui sont quand même les plus importants. Enfin, ils sont très importants. Et on va terminer avec la communication responsable et comment éviter le greenwashing. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser maintenant la parole à Elena qui va s'occuper de cette première partie. Super. Elena, the floor is yours. Merci beaucoup, Mao. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer par un petit quiz un peu pour parler des fondamentaux de la durabilité, quelques notions clés qu'il faut connaître lorsqu'on se lance dans la durabilité. Donc, je te laisse commencer par la première question. Donc, alors, les limites planétaires. Donc, alors, c'est un concept qui a été développé un peu pour savoir comment évaluer l'impact des activités humaines sur la planète, jusqu'à quel point est-ce que la nature peut supporter les différentes pollutions. Et donc, la première question est de savoir si vous savez combien de limites planétaires y a-t-il. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Je crois que on a l'impression que les gens sont plutôt au courant. Très bien. Donc, en effet, il y a 9 limites planétaires. Et est-ce que vous savez combien de limites ont été dépassées? Très bien. Oui. Exactement. Bah, c'est bien 6. Ah, non. Il y en a un 5. Non, c'était plutôt 6. Alors, je laisse passer à la slide suivante. Et voilà. Et ici, on voit les limites planétaires. Donc, il y a bien les 9. Et on voit que dans les dépassés, il y en a qui sont en rouge et il y en a qui sont en orange. C'est parce qu'en fait, il y a deux seuils différents. En fait, lorsqu'on ne dépasse pas la première limite, on est dans un espace de vie préservé, donc qui est sûr pour l'humanité. Mais ensuite, on peut dépasser une première limite. Et là, c'est un risque croissant. Et du coup, le risque devient de plus en plus important. Et lorsqu'on dépasse le deuxième seuil, ça devient rouge. Et donc, c'est parce que c'est un risque élevé. Donc, on voit que, par exemple, pour le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, des limites principales, ben, on a déjà bien dépassé le deuxième seuil. En revanche, pour le changement d'usage des sols, à cause de l'urbanisation, de l'agriculture et autres, euh, mais là, pour le coup, on a dépassé le premier seuil, mais on n'a pas encore dépassé le deuxième, même si ce n'est pas long. Et donc voilà, et chaque limite en fait est définie d'une façon, il y a d'une façon quantifiée. Par exemple, pour le changement d'usage des sols, ça va être le pourcentage de forêt préservée par rapport à une année en particulier. Donc on va voir est-ce qu'on a déforesté beaucoup, est-ce qu'on a changé beaucoup l'utilisation des sols, et du coup définir des seuils en fonction de ça. Donc je te laisse passer à la slide suivante. Donc, maintenant, on parle de biodiversité parce que très souvent, on pense durabilité, climat, carbone. Euh, et ensuite,
Oui, aucun souci, Thierry Muller. C'est vraiment les alumni ne sont pas les cibles de ce webinaire. Euh, et on oublie que la biodiversité est en fait un élément clé à prendre en compte, qui passe souvent sous silence. Et notamment, hop, on passe à la suivante question. Voilà, il y a eu un rapport qui est sorti fin de l'année dernière de l'IPBES et en fait qui dit quelle partie du produit intérieur brut mondial dépend de la nature. Et donc, en fait, quelle partie aussi de notre produit intérieur brut dépend de la bonne santé de la nature et donc d'une bonne biodiversité. Est-ce que vous avez quelle est la partie? Quel est le pourcentage? Je vois du 75, 75, beaucoup de 75. On a eu un 50. Hop, donc je te laisse passer à la réponse. Et c'était en effet 50%. Ce qui fait quand même 58 000 milliards de dollars, ce qui est une chiffre énorme. Alors, Marie-Mélanie, considère. Alors ici, ce qu'on a pris, c'est ce que, en fait, cette donnée a été donnée par l'IPBES, qui est le en fait, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Donc, c'est un peu une plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les écosystèmes et les services écosystémiques. Et donc, c'est la donnée qu'ils ont publiée. Je n'ai pas les hypothèses, mais si vous voulez, on peut vous envoyer le rapport de l'IPBES et vous pouvez vérifier ce qu'ils ont dit. Question suivante. Du coup, maintenant, on va passer à la question suivante et après je réponds entre-temps. Quel est le montant annuel des subventions publiques aux activités aggravant les crises environnementales? Donc, ce n'est pas évidemment des subventions qui vont être visées en disant on va donner cet argent-là pour aggraver les crises, mais ce sont des activités qui en fait vont avoir un effet nocif sur, sur l'environnement. Donc, du coup, la question est de savoir combien de dollars sont investis avec de l'argent public tous les ans dans des activités qui ont un effet qui aggrave les crises environnementales. Alors, je vois, oui, les gens. Ça, c'était pareil, c'est une information qui a été donnée par ce rapport. Donc, en général, ce n'est pas des données qu'on connaît, c'est des chiffres très élevés. Donc, je vais laisser. Et c'était en fait, bon, je passe à la 1700 milliards de dollars. Et donc là, on a parlé de l'argent public, et donc on se peut demander, ben, en fait, combien d'argent d'un point de vue privé, donc quel montant des investissements privés, c'est la question suivante, dans des activités économiques, pareil, qui vont avoir un impact négatif sur la nature. Alors, est-ce que là, on va voir que le montant est un peu plus élevé, parce que si en général, bon, il y a des investissements privés, il y a plus d'argent qui bouge. Donc, je pense que c'est aussi un chiffre qu'on n'a pas forcément en tête. Et en fait, c'est 5 300 milliards de dollars. Ce qui fait que si on prend en compte l'argent public et l'argent privé, c'est-à-dire les 1700 et les 5 300, on a quand même 7 000 milliards de dollars par an qui sont investis dans des activités qui vont aggraver cette crise environnementale. Donc, surtout qui vont avoir un effet négatif sur la nature. Sachant que 50% de notre PIB dépend de cette nature-là. On a l'impression qu'on est un peu dans une situation un peu paradoxale. Donc maintenant, on va passer à une autre thématique. Donc on a vu les limites planétaires, on a vu la biodiversité, et maintenant on va voir l'économie du donut. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui sont familiers avec l'économie du donut? Alors, oui, oui. Donc un tout petit peu. Très bien. Donc on va voir, du coup, on va profiter de ces questions pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers. Donc la première, parmi les principes suivants, lequel n'est pas visé par l'économie du donut? Sortir d'une logique qui cherche à maximiser la croissance du produit intérieur brut, prioriser les enjeux sociaux sur les enjeux environnementaux, ou bien garantir les besoins humains de base. Donc il y a un de ces principes qui ne fait pas partie de l'économie du donut. Lequel? Je vois que tout le monde répond le 2. Et en effet, c'est bien le 2 qui ne fait pas partie de cela, parce que l'idée, ce n'est pas de prioriser les enjeux sociaux sur les enjeux environnementaux, mais de prendre les deux en compte en même temps. Donc,
une autre question avant de vous montrer le schéma et savoir pourquoi est-ce qu'on l'appelle donut, pour ceux qui ne connaissent pas. Quelles sont les deux limites de l'économie du donut? Donc, on imagine le donut et il y a des limites. Le plafond environnemental et le plafond social, le PIB et le chômage, ou l'offre et la demande. Et voilà, tout le monde a bien su. Et donc, si on passe au petit schéma qui est juste après, donc ça nous permet de vous introduire justement, c'est ça. En fait, les scientifiques qui avaient défini les limites planétaires avaient pensé ce plafond environnemental qui définissait l'espace sûr, mais pour l'humanité. Et Kate Raworth, une économiste britannique, a défini ensuite le plancher social qui s'appuie sur les objectifs de développement durable et en fait, dit qu'en fait, il ne faut pas simplement que l'espace soit sûr, mais qu'il faut qu'il soit juste aussi pour l'humanité. Et donc, c'est ces besoins fondamentaux qui vont du coup placer la limite inférieure. Et donc, il faut réussir à rentrer dans ce donut, justement, qu'on va ici représenter. Donc, voilà. Et donc, là, une petite question pour faire le lien avec les entreprises et un peu notre vision. Vous allez voir, en fait, une entreprise peut intégrer de différentes façons les enjeux environnementaux dans leur stratégie. Et donc ici, on vous a mis 4 approches possibles que nous, on met en lien avec 4 relations entre l'entreprise et la durabilité. Et donc laquelle des suivantes est la plus avancée par rapport à l'intégration des enjeux socio-environnementaux? Une entreprise qui se conforme aux exigences environnementales et communique sur le sujet de façon transparente. B, une entreprise qui cherche à maximiser ses profits. C, une entreprise qui ajoute à son portefeuille des offres vertes, plus respectueuses. Ou D, une entreprise qui revoit son modèle d'affaires. Et je vois que tout le monde a répondu la D. Et exactement, en fait, cette question permettait de bien montrer qu'il y a différentes approches, différentes échelles. Il y a l'entreprise qui ne prend pas en compte la RSE et que maximiser ses profits. Ensuite, il y a celle qui va se conformer aux réglementations, donc une approche minimale, on va dire. Ensuite, celle qui va peut-être développer des offres vertes, mais qui finalement, ces offres vertes viennent s'ajouter à d'autres offres qui peut-être ne sont pas compatibles avec les enjeux environnementaux qu'on vient de voir. Et la dernière étape, qui exige beaucoup plus d'investissement, de questionnement, est celle qui est en fait une entreprise qui va revoir son modèle d'affaires. Et donc, on peut se demander comment est-ce qu'on peut savoir, donc ça va faire la transition pour la deuxième question, comment est-ce qu'on peut savoir si une offre va s'aligner ou pas avec les enjeux environnementaux, quel est l'impact de notre offre. Et donc, c'est ici que l'analyse de cycle de vie d'un produit, on peut le faire des services aussi, mais ici, on va se concentrer sur un produit, va être très utile pour une entreprise. Donc, qu'est-ce que l'analyse de cycle de vie? En fait, c'est une méthode d'évaluation normalisée, c'est-à-dire qu'il y a ces standards, les ISO, International Standard Organization, c'est des standards qui sont définis par cette organisation, qui vont donner les étapes, les concepts, les définitions d'une analyse de cycle de vie. Et à quoi est-ce qu'elle va servir? Elle va permettre de quantifier les impacts environnementaux. Donc, pour une ACV, on n'a pas les impacts sociaux. Il y a une ACV sociale qui a été développée aussi, mais du coup, on sent un peu deux méthodes d'évaluation différentes, qui du coup va permettre de quantifier des impacts sociaux tout au long de son cycle de vie, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Et donc, comment est-ce qu'on analyse, comment est-ce qu'on fait cette analyse de cycle de vie? Il y a 4 étapes qui vont être itératives. Donc, on commence par définir les objectifs et le champ d'études. On va revenir sur cela après. Donc, une fois qu'on sait pourquoi est-ce qu'on fait l'analyse de cycle de vie, est-ce qu'on le fait pour comparer de produits, est-ce qu'on veut juste optimiser certains processus de notre entreprise? Donc, est-ce que je vais communiquer avec l'extérieur ou est-ce que c'est un produit interne? Donc, ça va être très important pour ensuite savoir comment est-ce que quels sont tous les flux à prendre en compte, entre autres. Ça, c'est l'inventaire de cycle de vie. Ça, c'est l'étape la plus compliquée. C'est comme l'empreinte carbone. Quand vous devez récupérer toutes les données tout au long du cycle de vie, ça veut dire des différents fournisseurs, des différentes filiales. Là, c'est où ça devient toujours un peu plus technique parce que parfois, vous avez besoin de données que vous n'avez pas. Donc, il y a des proxys qui peuvent être utilisés. Ensuite, une fois qu'on a l'inventaire avec tous les flux, et par exemple notamment des émissions de CO2 ou autres, on va évaluer les impacts environnementaux associés à ces différents flux. Et ensuite, on va pouvoir interpréter ces résultats-là. Et pourquoi c'est itératif? Parce que peut-être on se dit, ah ben là, je vois que mon processus, ma chaîne de production, si je parle pas d'une voiture, d'un moteur, est-ce que si je change, par exemple, cette pièce-là par un autre matériau ou je me fais fournir d'un autre endroit, du coup, je
je vais changer l'inventaire de cycle de vie, je vais réévaluer les impacts. Et du coup, c'est vraiment cette idée itérative. Pour les processus d'éco-conception, c'est très important parce qu'on peut, du coup, justement, on est au tout début, on n'a pas mis en place tout le processus de production et on a plein de critères sur lesquels on va pouvoir jouer pour faire un produit qui ait le moins d'impact possible et dont on connaisse bien les différents impacts. Donc, un élément clé qu'on va voir sur la slide suivante, c'est le concept d'unité fonctionnelle, parce que c'est ce qu'on va évaluer. Parce que comme on prend en compte tout le cycle de vie, l'utilisation est incluse, la fin de vie aussi, et donc on a besoin de savoir quelle est la fonction du produit qu'on va évaluer. Prenons l'exemple d'une montre. Si je veux faire la CV d'une montre, ben, par exemple, si je fais la CV d'une montre qui est peut-être plus luxueuse ou plus robuste et qui a une durée de vie plus longue, mais qui du coup, peut-être pour être fabriquée, a besoin de plus de matériaux, si je la compare à une montre beaucoup plus fragile, mais qui a besoin de moins de matériaux, mais du coup, celle qui a une durée de vie plus longue, si je ne prends pas en compte cette durée de vie, elle va sortir pénalisée de la comparaison des ACV. Donc, c'est important de dire quelles fonctions elles vont faire, me donner l'heure et pendant combien de temps. Parce que si je mets, par exemple, pouvoir me donner l'heure pendant 10 ans, je sais que l'horloge, la montre, qui va être plus robuste, ben, celle-ci, je vais avoir besoin que d'une, par exemple. Celle qui est plus fragile, ben, 10. Donc, ça permet de prendre en compte le fait que ben, des matériaux, je vais en extraire 10 fois, je vais faire la production 10 fois. Donc, c'est vraiment cette idée de, on veut prendre tout le cycle de vie en compte et la durée de vie pour bien pouvoir mesurer tous les impacts et tous les flux qui vont être nécessaires. Et donc, cette unité fonctionnelle qui, à la base, nous dit les fonctions assurées. L'ampleur, ça peut être, est-ce que par exemple pour l'heure, est-ce que je veux jusqu'au seconde ou pas, parce que la précision change, du coup la technologie derrière change. Ensuite aussi, ben, le niveau de qualité souhaité. Et notamment, là, on peut penser vidéo, si c'est par exemple, écran ou autre, est-ce que je veux 4K ou autre chose. Donc, du coup, ça va influencer aussi tous les matériaux. Et combien de temps. On a besoin de ces quatre éléments parce que c'est ces éléments-là qui vont nous permettre de bien déterminer tous les flux, tous les matériaux dont on va avoir besoin pour la deuxième étape. Donc, voyons voir si vous avez bien compris ce qu'est une unité fonctionnelle. Parmi les phrases suivantes, laquelle n'est pas une unité fonctionnelle? A. Permettre l'écriture sur une distance totale de 90 km. B. Permettre la communication vocale, textuelle, l'accès à Internet et aux applications, ainsi que la prise de photos. C. Permettre le transport d'une personne sur une distance totale de 100 km en utilisant de l'électricité provenant d'une source renouvelable. Et D. Permettre la production de 1,3 kWh d'électricité pendant une durée de vie de 25 ans. Laquelle n'a pas les 4 éléments dont on avait parlé tout à l'heure? Je vois une réponse. Ben, et ben non, c'est la B parce que la A, en fait, quand on regarde tout ce qui est stylo, la durée de vie, on ne va pas pouvoir donner tout ce qui est années. Parce qu'en fait, si on donne des années, un stylo, c'est vraiment le fait d'écrire. Et la durée de vie, ça va être la longueur dont on peut écrire. Parce que peut-être qu'on va l'utiliser plus, on va l'utiliser moins. Donc, ce n'est pas forcément une notion de temps, mais de durée de vie. En fait, à quel point est-ce qu'il tient. Alors que dans la numéro B, on n'a pas dit combien de temps est-ce que je vais avoir accès à... c'est combien de temps est-ce que je peux... Bah, c'est un smartphone ici, combien de temps est-ce que je veux que le smartphone me soit utile? Et ça, c'est très important parce que, pareil, en fait, surtout dans le cadre de l'obsolescence programmée, c'est très intéressant d'avoir toujours cette idée de durée de vie. Ça va coûter un peu plus cher, plus de matériaux, mais il va être plus robuste, plus réparable, et ça prendre en compte. Super. Donc maintenant, passons, parlant des smartphones, au cas du smartphone et du reconditionnement d'un smartphone. Alors là, tout ce dont les données que je vais vous donner, dont on va parler, c'est des données qui sont issues d'une étude que l'ADEME a faite, que vous aurez en lien. Je ne sais pas s'il y a une question suivante, ça paraît. Oui, parfait. Il y aura le lien sur les slides. Alors, je ne sais plus, c'était 100 pages ou quelque chose comme ça. Mais ils ont une petite synthèse aussi. Et ce qu'ils avaient fait, ben, en fait, ils voulaient savoir, parce qu'il y a ce boom
du reconditionné. On dit que c'est plus vertueux, mais c'est important parce que les ACV sont très utiles pour justement parfois contrer le bon sens écologique. On a l'impression que ça a moins d'impact, mais en fait, on en a plus parce qu'il y a plus d'extraction, plus d'énergie utilisée à certains moments. Et donc, ils voulaient vraiment avoir cette étude-là et savoir quelles étapes ont le plus d'impact sur l'environnement. Et comme ça, on peut aussi optimiser le processus de reconditionnement, donner différents conseils, recommandations aux reconditionneurs, aux personnes, aux utilisateurs, aux législateurs aussi pour changer un peu les lois. Donc, commençons par la question des objectifs. Alors, l'unité fonctionnelle qui a été choisie par l'ADEME est posséder et utiliser un téléphone. Donc, comme on comparait des smartphones ici, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pouvoir appeler ou utiliser Internet et autres, pendant un an. Donc, on a la durée de vie, on a tout ce qui est fonction. Alors, quels objectifs? Donc, pourquoi faire cet ACV-là? J'aurais dû mettre des lettres parce que sinon ça va être long à écrire. Mais disons qu'à gauche c'est A, B et à droite c'est C, D. Quels objectifs sont les plus pertinents? A, faire des choix sur tout le processus de construction d'un smartphone. B, optimiser l'impact environnemental du reconditionnement. C, comparer deux produits équivalents pour une même fonction. D, comparer deux produits équivalents pour une fonction différente. Je vois un C, donc deux produits équivalents pour une même fonction. Il peut y avoir plusieurs objectifs qui sont bons. C'est ça qu'on l'a mis au pluriel. Mais A, donc faire des choix sur tout le processus de construction d'un smartphone. OK. A et B, optimiser l'impact environnemental du reconditionnement aussi. Donc, on va en D, comparer deux produits équivalents. On va passer à la suivante et je vais dire, alors, si on a mis B et C, OK. B et C, en fait, oui, c'est bien deux produits équivalents. On a un smartphone reconditionné, un smartphone neuf, et ils vont comparer ces deux produits-là. Et finalement, c'est la même utilisation, vraiment la même fonction. Ces unités fonctionnelles donnent cette fonction-là. Et l'autre, en fait, en évaluant les différents flux, on va voir après ce qu'ils vont évaluer comme type de possibilité de reconditionnement, ça va donner une idée de comment est-ce qu'on peut améliorer cet impact. Et pourquoi pas sur tout le processus de construction d'un smartphone, parce qu'ils s'intéressent vraiment au reconditionner. Ils ne vont pas regarder autant en détail toutes les différentes alternatives et faire une itération sur les alternatives pour un smartphone neuf. C'est vraiment pour le reconditionnement qu'ils ont fait. Mais ça pourrait être le choix d'une autre ACV, ça pourrait faire le A. OK. Donc, il y a toutes les hypothèses que vous trouverez, qu'ils ont faites, que vous trouverez plus en détail dans l'étude, si vous voulez avoir. Mais grosso modo, il faut choisir les étapes du cycle de vie qu'ils ont présentées ici. Donc, la production, c'est là où ça change vraiment pour le smartphone neuf et pour le smartphone reconditionné. C'est pour ça que la A ne convenait pas, parce qu'il se concentre vraiment sur tout ce qui est smartphone reconditionné pour faire toutes les variations. Et la distribution, ils ne la différencient pas autant. Ils ajoutent une étape pour tout ce qui est reconditionné, dans le sens... Non, ils vont dire que c'est équivalent parce que finalement, une fois qu'on a produit le smartphone reconditionné, que ça parte d'une usine où il a été fait neuf ou où il a été reconditionné, finalement, ça va aller à un entrepôt, puis à un endroit de vente. Donc, ici, c'est la distribution entre le producteur, qu'il soit fabricant ou qu'il soit reconditionneur, et le distributeur. L'utilisation, on l'a supposé en France, parce que, et on verra, le mix énergétique d'un pays va avoir une forte influence sur le type d'impact. Si vous utilisez un smartphone en France pour le recharger, tout ça, ou si vous l'utilisez en Allemagne ou en Chine, en fait, en fonction de la proportion d'énergie nucléaire, proportion de charbon, ça va avoir un impact sur les émissions de CO2 associées et sur autres critères. Et ensuite, la fin de vie, ils ont considéré que c'était la même dans les deux cas de collecte, de traitement de l'équipement et autres. Et ils ont étudié deux hypothèses, ça c'est assez intéressant, plus aussi pour éviter en fait, pour envisager qu'est-ce que ça a apporté le smartphone reconditionné. On peut considérer une approche par substitution, c'est-à-dire qu'il va remplacer totalement l'achat d'un appareil neuf. Et donc, ça, en fait, c'est surtout pour les calculs, ça va avoir des éléments différents, ça va donner différentes façons de faire le calcul et des impacts.
Et parce que du coup, ça évite la production d'un neuf, qu'on a cette logique de substitution, et il y a moins de téléphones produits, moins de déchets. Dans l'approche par amortissement, qui est une hypothèse secondaire qu'ils ont étudiée à la fin, on va prolonger la durée de vie d'un appareil. C'est-à-dire qu'on va se dire qu'en fait, le smartphone qui était censé durer 3 ans, il va en durer 5 ou 6. Donc, il n'y a pas d'évitement de la production, initiale. Pardon. Et c'est juste qu'il va en fait durer plus longtemps. Et au lieu d'être jeté, ben, il va être recyclé, reconditionné grâce à cette prolongation. Donc, ça, c'est juste pour que vous voyez qu'il y a toujours plein, quand on va faire une ACV, c'est besoin de regarder les cycles de vie, l'utilisation qui va en être faite, il y a plein d'hypothèses qu'on doit mettre en place. Je vais passer à la slide suivante. Et donc ici, c'est pour ça que je disais que cette étude ne permet pas autant de regarder les impacts du smartphone neuf que du reconditionné, parce qu'ils ont fait plein d'études sur les différents endroits où on va pouvoir reconditionner, d'où proviennent les produits. Parce que c'est quand vous achetez sur Backpack Market, par exemple, un téléphone reconditionné, il se peut que le téléphone d'origine soit un téléphone américain, soit un téléphone asiatique ou soit un téléphone européen. Ensuite, vous l'emmenez à l'endroit où on le reconditionne, et ça peut être fait en France, en Europe, en Asie, à d'autres endroits, mais ici, ils ont restreint, comme c'est une étude de l'ADEME en France, ils ont restreint plus à un contexte français, européen et Asie, parce qu'Asie, il y a beaucoup de téléphones reconditionnés. Et ensuite, quel type de reconditionnement? Quand vous allez acheter un téléphone reconditionné, vous avez une certaine garantie et vous voulez que le téléphone marche. Et donc, quand le reconditionneur va procéder à cette mise en état de téléphone, il peut simplement nettoyer le téléphone, il peut changer l'écran, changer la batterie. Et en fait, toutes ces pièces qu'on va rajouter, c'est des nouveaux matériaux dont on va avoir besoin pour produire les pièces. C'est ensuite de l'énergie qui va être utilisée dans le centre de reconditionnement pour faire cela. Donc, c'est vraiment, il faut savoir vraiment visualiser tout le processus. Et donc, on se va se demander, alors, dans quel domaine, dans quel domaine suivant, parmi ceux qui sont là, le reconditionnement a-t-il le plus d'impact par rapport aux étapes de la logistique, de la distribution et de l'utilisation? C'est-à-dire les étapes dans le reconditionnement, quand on parle de la logistique amont, de la distribution et de l'utilisation, où est-ce que le reconditionnement a le plus d'impact? Après, je vais vous montrer le petit schéma et vous comprendrez mieux. Qu'ils ont fait dans l'étude. Ok, je vois un A, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. C'est-à-dire, parce que je pense qu'il y a, quand on voit tout le cycle de vie, on a la logistique, la distribution, l'étape de reconditionnement et l'étape d'utilisation. Et le reconditionnement va avoir plus d'impact dans certains de ces cas, dans l'utilisation, que les autres. C'est pas clair du tout. On va voir le schéma, ça va être plus clair. Vas-y, regarde. Alors, il y en avait, en fait, il y avait plusieurs bonnes réponses. Du coup, vous avez presque ces trois-là. Et donc, pourquoi? Si on passe à la slide suivante, là, je vous ai mis, on a ici les 4 étapes, l'utilisation, la distribution, le reconditionnement et la logistique. Et en fait, on voit, donc pour les énergies fossiles, j'ai vu que quelqu'un a mis ça, c'est la deuxième barre verticale qu'on voit, et on voit que l'utilisation a un plus grand impact parce que, en fait, ça va être le fonctionnement énergétique qui va avoir plus de besoin, et ça se trouve, le reconditionnement était fait dans des endroits qui utilisaient des énergies renouvelables ou autres. Et aussi, on voit par l'utilisation, le IR, c'est les radiations ionisantes, on voit que l'utilisation a un grand impact ici. Pourquoi? Parce qu'en France, l'énergie nucléaire a une présence très importante dans le mix énergétique, ce qui fait qu'il y a une forte utilisation des radiations ionisantes. Et on voit dans tous les autres, le jaune, vraiment pour tout ce qui est déchets, le smartphone reconditionné, c'est vraiment le reconditionnement qui a le plus d'impact sur les déchets. La WU, c'est Water Usage, donc la consommation d'eau. Troisième ici, ça va être le smartphone, la rencontre au reconditionnement aussi. Et au début, c'est tout ce qui était les éléments minéraux et autres. Et ça, on va voir parce qu'à cause des pièces, et on va creuser ceci dans la suite. Donc, oui, donc là, pareil, des petites questions. Je ne sais pas comment on est niveau timing, il me reste encore de travaux. Comment on va niveau timing, Mao? Ça va pour l'instant? Niveau timing, ça va. On est bon, on est bientôt sur la fin. Ok, ok, on va aller. En fait, ici, c'était pour. En fait, ce que ça permettait de voir, on avait vu qu'il y avait ce modèle qui nous disait le reconditionnement, quelles étapes sont faites. Et ce qui est intéressant de distinguer toutes ces étapes, c'est qu'on peut voir
étape par étape, quel va avoir un impact plus important sur la consommation d'eau. Et donc, dans ce cas-là, il y a une étape qui a un impact très important sur la consommation d'eau. On a vu la WU, le Water Usage, dans le reconditionnement. Et c'est, en fait, Ok. Voilà, exactement, Philippe Albin avait bien vu, c'est la consommation du site de reconditionnement. Parce que c'est là où on va avoir vraiment besoin d'eau. Ce n'est pas le packaging, ce n'est pas le changement d'écran en tant que tel, ce n'est pas tout ce qui est le changement de batterie. En revanche, si on se pose la question, au lieu de la consommation d'eau, de l'utilisation des ressources minérales et des ressources métalliques, qui était la première barre qu'on avait vue, laquelle est-ce que selon vous a le plus d'impact de toutes ces étapes du reconditionnement? On peut voir. Alors, il y a le packaging, c'est lorsqu'on va, lorsqu'on va emballer le produit pour l'être envoyé. Les accessoires, ça va être chargeur, écouteur. Ensuite, il y a changement de batterie, changement d'écran et consommation d'ici. Ok, je vois beaucoup de changements de batterie. On a pas mal de dés. Ouais, de changements. Et en fait, c'est les accessoires. Parce que bah, du coup, il y aura tous les câbles, tous les cuivres, et c'est fait de façon plus systématique dans certains endroits. Et on reviendra tout de suite tout à l'heure sur les possibles recommandations qu'on peut faire pour éviter cela. Mais oui, donc Ouais. justement, c'était ça en fait. Toutes ces analyses permettent de voir quelles recommandations est-ce qu'on peut faire euh, pour optimiser le design d'un site de reconditionnement, comment le faire. Et donc, Alors, oui. juste pour revenir sur cette slide, c'est vrai que là pour l'instant c'est les accessoires, mais il y a de plus en plus de réglementations qui ont été mises par l'UE, notamment le fait que maintenant il y ait les chargeurs universels, le fait il y aura plus de création de chargeurs différents selon les types de smartphones. Maintenant il y a de moins en moins d'entreprises qui proposent des écouteurs ou des chargeurs directement dans leurs produits de vente. Donc c'est des choses qui sont en train de changer. Donc Mm. potentiellement, pour l'instant, ce sera les accessoires, mais il faut aussi suivre les réglementations, etc. Exactement. Et comme c'est ça, du coup, justement, si on passe 2 slides, bon, là, ça avait une discussion, mais on voit que l'autre suggestion, c'est ce dont vient exactement de parler Mao. Euh, si vous travaillez, et elle a très bien en avance, Désolée. Exactement. Si vous travaillez, par exemple, dans un fabricant de smartphones et vous avez cette mission de réduire l'impact en termes de reconditionnement, évidemment, il y a éviter l'ajout systématique d'accessoires neufs. Mais ça, ce serait que vous qui allez le faire. Et donc, du coup, on peut vous dire, ah, mais du coup, je vais aller chez l'autre entreprise parce qu'elle me donne un chargeur à chaque fois que j'achète. Mais du coup, il y a cette idée d'en fait faire du lobbying auprès des autorités publiques pour que la réglementation évolue. Pour les écouteurs, ça va évoluer, je ne sais plus quand. Et pour les chargeurs, elle va devoir évoluer aussi. Et donc, pour le changement de batterie et d'écran, utiliser des pièces de seconde main plutôt que des pièces neuves va être très, très important aussi parce que bah, du coup, seconde main, on va limiter l'impact de l'extraction de matériaux. Et pareil, il faut éviter, c'est vraiment ces pièces, ces accessoires, ces choses qu'on vient ajouter en plus, qui requièrent plus de ressources, qu'il va falloir éviter d'ajouter au maximum. Et donc, voilà, c'est un peu ce que résume la slide suivante, mais comme ça, vous l'aurez plus lorsqu'on vous enverra la recommandation, c'est un peu les recommandations finales. Et donc, est-ce que vous pensez que un smartphone reconditionné, slide suivante, a moins d'impact qu'un smartphone neuf? Donc, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce qu'on a juste parlé de smartphones reconditionnés, où sont les impacts principaux? Je vois un vrai et faux. En se basant sur l'unité fonctionnelle, posséder et utiliser un téléphone pendant 1 an. Donc, alors, l'étude de l'ADEME, ce qu'on a montré, c'est que c'était du coup vrai, mais qu'en fait, la réduction d'impact pouvait varier entre 91 et 55% selon les indicateurs dont on vient de voir. Combien de fois est-ce qu'on change? Est-ce que le téléphone vient de l'Asie? Est-ce que le reconditionneur est local ou est-ce qu'il est basé ailleurs? Et en fait, il est très important d'avoir en tête toutes ces nuances qui sont synthétisées. Et il y a des recommandations qui sont données dans la slide suivante par l'ADEME, que je vous ai remis ici. Et c'est vraiment de bien vérifier. Il y a 3 éléments à prendre en compte.
c'est la provenance des smartphones, donc cette importance de la transparence et de la traçabilité de toute la chaîne de reconditionnement. Ensuite, les accessoires et les pièces de rechange, mettre un écran neuf sur un smartphone d'occasion reconditionné va augmenter de 75% le coût écologique du reconditionnement. Donc, ça montre que et il y a l'obsolescence le logiciel qui est importante aussi, surtout parce que ce qu'on va voir dans la slide suivante. Mais en fait, cette idée, ils encouragent à utiliser le système d'exploitation libre. Pourquoi? Et ça, je pense que c'est le vrai effort dont on parlait peut-être la personne qui a répondu tout à l'heure. Le problème dont cette étude tient pas vraiment compte, c'est comment ça va influencer le fait qu'il y ait du reconditionné sur le comportement d'achat des gens. Est-ce que du coup, ça va faire que je me dis, ah, je peux acheter un téléphone neuf tous les ans parce que je le mets sur reconditionné, et du coup, finalement, c'est pas très grave. Ou est-ce que quelqu'un va se dire, je peux changer de téléphone reconditionné tous les ans parce que c'est reconditionné, donc ça produit pas du neuf. Et justement, ce qu'ils ont dit, c'est essayer de voir l'impact sur GWP, c'est pour Global Warming Potential, donc sur de changement climatique, cumulé sur 6 ans dans le marché en fonction des différents comportements des consommateurs. Donc ça nous donne l'impact, ça ne donne pas forcément comment le reconditionné va faire évoluer le comportement des gens, mais ça peut aider à avoir une communication transparente avec les utilisateurs pour leur dire ne croyez pas que parce que vous achetez du reconditionné, vous allez entièrement diminuer. Alors, c'est sûr que celui qui sort, qui se détache, celui qui achète un smartphone neuf tous les ans, nouvelle sortie de smartphone, je l'achète, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de possible. Et on voit que ce qui ressort d'ici, c'est que ce qui est intéressant, c'est de acheter le moins fréquemment possible, évidemment, et des appareils reconditionnés les plus vieux possible. D'où l'importance de l'obsolescence logicielle. Parce que moi, par exemple, j'ai, d'un point de vue personnel, un Mac de 2012. Autant vous dire qu'il y a plein d'applications que je ne peux plus utiliser parce que il faut faire une mise à jour, Google Drive, et on me dit, ben, en fait, ce n'est pas compatible avec le système d'exploitation que vous avez. Et donc, c'est toute cette importance de se dire, ben, en fait, il faudrait qu'il y ait ces systèmes d'exploitation libres qui permettent de maintenir le hardware, l'ordinateur pendant longtemps, même si les softwares évoluent. Donc ça, c'est une approche de numérique responsable qui est très importante. Mais donc, c'est les différentes recommandations. Et donc, finalement, si on synthétise tout l'ensemble. Ce qui est très intéressant de cette ACV qui a été faite par l'ADEME, slide suivante, c'est qu'elle permet de donner des recommandations au reconditionneur, à l'utilisateur et au législateur. Donc ici, j'avais mis un petit quiz qu'on peut faire pour finir, si vous voulez. Et c'est en fait, quelles recommandations tirées de cette étude. Donc, il y en a une bonne pour chaque personne. Après, moi, elles sont un peu évidentes pour certaines différences. Pour le reconditionneur, A, changer les pièces systématiquement pour être sûr que le téléphone dure le plus longtemps possible. On a dit qu'il fallait maintenir le téléphone. Ou B, utiliser des pièces de seconde main autant que possible. Ensuite, pour l'utilisateur, A, autant que possible, choisir des équipements plus anciens, privilégier les circuits courts. Ou D, ne pas garder son téléphone reconditionné plus de 3 ans afin de pouvoir le remettre dans le circuit et garantir sa performance. Comme ça, il va être reconditionné, remis en état et tout. Et le législateur, oui, bon, je vois que... Voilà. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça donne, en fait, des pistes qu'on peut justement pour informer les différentes parties prenantes impliquées. Et donc, c'est pour ça qu'on voit l'utilité de l'ACV en entreprise, dans la slide suivante, qui en fait nous montre que ça peut pas... Déjà, il y a tout ce qui est comprendre l'impact environnemental est essentiel si on veut pouvoir agir. Savoir où se trouve l'impact le plus important pour savoir où est-ce qu'on met tout ce qui est les efforts maximum. Et du coup, ça peut identifier différentes opportunités d'amélioration, du coup, de prendre des décisions éclairées pour diminuer l'impact environnemental et surtout de communiquer avec les parties prenantes, de même faire des guides sur comment utiliser. L'ADEME a fait ça pour les jeans. En fait, si on porte un jean 3 fois ou 5 fois avant de le laver, ben, l'impact va être très, très différent aussi parce que ben, il y a plus ou moins de fibres qui vont se libérer, plus souvent, moins souvent. Donc, il y a tout un aspect sensibilisation et éducation du consommateur aussi. Il y a possibilité d'aller faire du lobbying positif auprès de la réglementation, des autorités.
Et ensuite, il y a cette possibilité d'améliorer la compétitivité, l'image de marque. Si j'ai une très bonne ACV que je compare avec un autre produit d'une autre marque, je pourrais notamment dire, ben moi j'ai mon impact, ou moi j'ai mis ça en place pour avoir un moindre impact sur la consommation d'eau, sur l'émission de gaz à effet de serre et autre chose. Super. Donc, Alors, est-ce que je fais une petite pause parce que là on est à la moitié. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que c'était assez clair? Est-ce que c'est un petit peu un format qu'on teste, donc on aimerait bien aussi avoir vos feedbacks. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça va niveau information? N'hésitez pas du coup à répondre dans le chat. En termes de quantité, oui, ça va. Philippe nous dit. Euh, Tout va bien, beaucoup d'informations, c'est intéressant. Très bien. Alors, pour ceux qui nous disent que c'est beaucoup d'informations, en effet, c'est vrai que c'est un bootcamp. Après, l'avantage, c'est que vous aurez les documents par la suite, le replay. Donc, j'espère que ça ira. Mais voilà, c'était juste un petit break pour laisser aussi le temps à Elena de souffler parce qu'elle a beaucoup enchaîné. Euh, En présentiel, c'était en effet le même format. On avait une interaction avec les personnes, des petits quiz. Là, en fait, vous refaites exactement la même chose. On le fait du coup en distanciel. Donc, voilà. Après, c'est vrai que forcément, en présentiel, ça peut paraître plus simple de poser ses questions, de lever la main, etc. Mais voilà, c'est le même format, c'est le même contenu. Donc, vous ne vous inquiétez pas, vous avez le même niveau d'information. et aussi, certaines slides sont un peu chargées justement parce que quand vous allez avoir accès aux slides après, on voulait qu'elles soient autoportantes et si jamais vous avez loupé des informations ou autre, tout ça, vous avez les liens, vous avez des schémas, des graphiques pour pouvoir creuser après si besoin. C'est ça. Voilà. Et ben, on est reparti. Elena, tu veux plus de l'eau, tu es prête? Ouais, ok. Ok. Donc, du coup, là, on passe sur l'aspect social, sociétal. Très important aussi parce qu'on parle souvent de transition écologique. D'abord, il faut qu'elle soit juste, comme on a vu avec l'économie des donuts au début. Mais aussi, pour faire changer une entreprise, il faut mobiliser toutes les personnes au sein de l'entreprise. Il faut que les collaborateurs soient d'accord, qu'ils soient sensibilisés et autres. Et on va voir. Euh, Là, ça va être aussi sous format un petit peu QCM pour repartir sur quelque chose de plus de quelques informations qu'on veut vous transmettre sur l'importance du social et comment, en fait, il est nécessaire de ne pas le laisser de côté et de toujours l'avoir en tête lorsqu'on y pense. Donc, selon l'Organisation internationale des migrations, il y a 3 organisations qui ont fait une étude sur l'esclavage moderne. Combien de personnes sont dans de l'esclavage moderne en 2001, donc subissent de l'esclavage moderne, c'est-à-dire En 2021. 2021. Ouais. Ça. Si vous ne Alors, savez pas, vous pouvez essayer de deviner aussi. N'hésitez pas. plutôt 50 millions de personnes, plutôt 30 millions de personnes ou plutôt 37 millions de personnes. Je vois des A, des B, des C. Il faut tenter son coup. Ben, en fait, c'était A. Et donc, pour savoir, il y a 27,6 millions de personnes pour travail forcé, ce qui veut dire que les autres 22 millions, c'est des mariages forcés. Parce qu'on compte aussi le fait que les gens soient mariés par la force dans le fait de l'esclavage forcé, parce que c'est en général, surtout dans des maisons, à travailler de façon forcée aussi. Mais donc, voilà, 30 millions de personnes presque dans le monde qui font du travail forcé actuellement. Donc, en effet, Stéphanie, c'est bien un chiffre qui est dément. Assez choquant quand on voit ça. C'est aberrant. Mm. C'est pour ça notamment que dans toutes les réglementations, il y a toute l'importance de la chaîne de valeur, des droits, des droits humains, parce que ben, on voit que c'est une réalité en fait. Quels sont souvent les groupes les plus vulnérables aux incidences négatives des activités des entreprises? A, les femmes, B, les handicapés, C, les migrants. Il y a plusieurs bonnes réponses. Il n'y a pas qu'une seule. Voilà, c'est tous. Ah ben, et ben en fait, c'était tous. C'était justement ces personnes que parfois, ben, il y a cette loi, c'est minimum 6% de travailleurs handicapés, je crois, dans les entreprises, si je me trompe, je vérifie cette information. Euh, mais il y a toujours besoin déjà d'inclure des personnes au sein des entreprises, mais aussi les différents produits, quand on va designer les produits, ben, notamment tout ce qui est numérique, par exemple.
parfois, on oublie qu'il doit être accessible aussi pour les handicapés, que ce soit des handicapés visuellement, parfois, il faut que ce soit qu'il y ait des systèmes qu'ils puissent utiliser pour les lire et autres, et penser ça dès la conception, et entre autres. Donc, est-ce que vous connaissez l'Organisation internationale du travail, l'OIT? Elle met elle met des instruments à disposition. Et notamment, ça, c'est très souvent, on va dire, un minimum, parfois, quand on va travailler avec, un certain pays. Mais là, je vais donner ma réponse si je continue ma phrase. Donc, Euh, donc, hop, je vois. Pas mal de B. Et en fait, c'est B. Déjà, il n'y a pas, il ne donne pas des lois contraignantes pour les États membres. C'est vraiment ce que l'OIT va faire, c'est va proposer des conventions sur les droits de travailleurs et autres. Et du coup, les pays membres vont devoir signer et ratifier cela. Et donc, quand vous allez travailler avec certains pays, vous devez savoir s'ils ont ratifié l'OIT ou pas. Mais il n'y a pas, c'est pas des lois contraignantes ou des lois de droit dur. On peut lancer une poursuite judiciaire auprès d'un tribunal. Et il n'y a pas de recommandation obligatoire pour les entreprises. C'est un peu le problème de tout le monde international, tout ce qui est obligation, contrainte, c'est plus compliqué. Ensuite, maintenant, on parle souvent de salaire décent. On voit des entreprises comme L'Oréal qui font des collaborations avec des ONG pour garantir, il y a Schneider Electric aussi, le salaire décent tout au long de leur chaîne de valeur. Alors, est-ce que vous savez quels sont les éléments d'un salaire décent? Et qu'est-ce qu'ils doivent couvrir? Il y a aussi plusieurs bonnes réponses. Ok, je vois des ACD. Beaucoup d'ACD. Ok. Donc, et la réponse, la B est aussi inclue. Parce qu'en fait, l'idée d'un salaire décent, c'est qu'il va permettre une vie décente. Et ce qu'il y a derrière, après, ce qu'il y a derrière cette idée, c'est qu'une vie décente, évidemment, il y a l'éducation des enfants, il y a le logement, il y a la santé, mais il y a une partie loisir et épargne pour pouvoir justement mener une vie, c'est plutôt digne, pour pouvoir se projeter dans le futur avec l'épargne, pouvoir avoir un certain loisir. Donc ça, c'est pris en compte aussi. Ensuite, est-ce que vous pensez, on peut parler au début, la capacité d'action humaine n'est pas un facteur indispensable pour les changements sociaux et économiques. La capacité d'action humaine, c'est pouvoir agir humain. Est-ce que le facteur humain, ici on dit que le facteur humain n'est pas indispensable pour les changements socio-économiques? Et en effet, c'est bien comme vous le dites, faux. C'est clairement une des barrières parce qu'on constate. En fait, on va dire que l'évidence scientifique est là, on a besoin de changer. Le fait que les enjeux ne se passent pas très bien, il faut changer. Mais c'est vraiment parfois se sentir qu'on peut agir euh, est vraiment un facteur dont on a besoin et qui est une barrière si on. Oui, c'est ce facteur humain qu'il faut réussir à embarquer dans la transition. Il reste encore 3 petites questions, plutôt 4. Le taux d'absentéisme est un indicateur de la qualité de QVCT, donc qualité de vie et de conditions de travail. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de vrai, donc je pense qu'on peut le dire. Et en effet, c'est vrai. Et il y a même le PDG de Nexens, Christopher Guérin, qui avait, dans une des conférences qu'il avait données, je ne sais plus si c'est dans une école ou autre, qui avait dit que en fait, le taux d'absentéisme pourrait être même compris comme un nouvel indicateur de grève. Maintenant, les gens peut-être font moins de grève, mais en fait, ils viennent pas travailler s'ils ne sont pas motivés. Pas. Donc, c'est très important de suivre l'absentéisme pour être en mesure en fait, de voir est-ce que nos employés, les employés d'une entreprise, ils sont motivés ou pas, est-ce qu'ils trouvent que leur travail a un sens ou pas. Donc, en revenant sur la qualité de vie et les conditions de travail, il y avait une étude qui avait été faite. Donc, alors, ces données ici sont issues d'une enquête menée aux États-Unis, des entrepôts de première ligne d'Amazon, dans 451 établissements aux US, donc 148 en
Vous avez donné en dessous. Et donc, la question, c'est, parmi les employés qui avaient fait cette enquête et qui avaient travaillé depuis plus de 3 ans chez Amazon, quel pourcentage se sentait épuisé aux limites du burn-out? Donc, je vois un A, un B au hasard, un C, c'est un peu du hasard, mais un D. Et bah, du coup, la réponse, c'était C. Et c'était pour les personnes qui, ça faisait 1 an qu'ils travaillaient chez Amazon, c'était un peu moins. Je crois que c'était plus aux alentours de 41%, justement. Mais pour celles, ça faisait 3 ans qu'ils étaient là, ben, on voit que ça augmente à 60%. Ça, c'est très important. Le burn-out, ici, bon, j'avais trouvé des données pour Amazon. Euh, mais c'est vraiment une maladie de travail, on va dire, qui est très, très, très répandue. Ensuite, la question suivante. Quel pourcentage d'employés, donc toujours de la même enquête, avait pris au moins une fois un congé non rémunéré à cause de douleurs ou d'épuisement, sachant que ce congé avait été pris dans le mois précédent à l'enquête. Ok. Voilà. Pareil, vous pouvez essayer de deviner. Donc, on a du 31% de Mm, personnes qui ont pris des congés non rémunérés suite à des douleurs ou épuisement. mm, 53, des mm. hésitations entre 31 et 53. Mais écoutez, C'est 69%. Mm. Et après, on verra, il y a une autre question. Après, il y aura une phrase finale d'un rapporteur de l'ONU qui donnera un sens à toutes ces questions-là. Mais ce qui montre que le monde du travail subit des évolutions actuellement où il y a des tendances qui font que justement les droits humains, la santé mentale au travail devient très importante, d'où pour vraiment une durabilité, ce besoin de prendre en compte tous ces enjeux sociaux. Et du coup, une dernière question qui aussi, on voit l'évolution avec cette économie à la tâche, l'évolution des systèmes d'information qui nous permettent de suivre de près les gens. Pourquoi la CNIL a-t-elle infligé une amende de 32 millions d'euros à Amazon France Logistique en 2024 pour non-paiement des congés maladie, pour mise en place d'un système de surveillance jugé excessivement intrusif, pour non-déclaration des mesures des employés ou pour dépassement des heures de travail autorisées? sachant que cette fois-là, on parle d'Amazon France et pas Oui, Amazon US. oui, parce que la CNIL, oui. C'est pour... Eh ben en fait, c'était bien B. Et oui, c'est Bravo. justement Amazon, il y a tout travailleur dans un entrepôt est suivi avec le code QR, et donc du coup savoir le temps de pause qu'il prend, combien de produits il a fait par jour et autres. Et cela fait que la dernière slide de cette partie-là, euh, c'était fin de l'année dernière aussi. Il y a le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains des Nations Unies, Olivier de Schutter, qui a dit qu'il est choquant de constater dans l'économie à la tâche, donc c'est vraiment tous ces choses où on est payé à la tâche parce qu'on fait, ça peut être Uber, ça peut être Deliveroo, bon, un peu toutes ces plateformes qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ont moins de risques de santé mentale en étant au chômage qu'en acceptant un emploi. Ce qui montre qu'il y a en fait, avec toute cette évolution des technologies, on a tendance à oublier un peu l'aspect santé mentale et ça nous revient en backlash avec des burn-out, des personnes qui doivent prendre des congés, qui ne viennent plus au travail. Et donc, c'est vraiment très important pour une entreprise et même pour la santé, pour la durabilité, de prendre en compte tous ces aspects. Et voilà, là, je vais passer la main à Mao, du coup, qui va prendre. Donc, merci Elena. Pareil, un petit feedback. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc là, on est parti vraiment sur une partie plus quiz parce que on a tendance à pas réaliser à quel point l'enjeu humain, c'est important. Surtout pour les entreprises, c'est quand même vachement mis de côté. Euh, je ne sais pas si on a des personnes qui travaillent justement sur ces sujets-là, peut-être des RH avec nous, mais ce serait intéressant d'avoir un petit peu vos retours sur différents points de vue. Mais ça peut se faire aussi en off. Euh,
j'ai vu qu'Elena a pris son petit verre d'eau, mais ça tombe bien parce qu'elle va pouvoir se reposer maintenant et on va partir sur la communication responsable. Comment éviter le greenwashing? Déjà, petite question, est-ce qu'il y a des gens qui sont en marketing avec nous? Hum. Ah, on a un peu de marketing, je vois, ou en communication, super, très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette partie-là, elle va être plus dédiée donc à la communication responsable, mais elle est utile pour tout le monde. On va commencer à faire notre petit jeu du greenwashing. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Bon. Oui, super. Je vais essayer de le mettre en plein écran, ça sera peut-être plus sympa. Et est-ce que c'est possible pour moi? Je ne crois pas. Écoutez, on va continuer comme ça si ça vous convient. Alors, hop. Excusez-moi, je remets juste un petit peu tout ça en place. Donc, voilà, nous, on va parler de l'importance des sujets de la durabilité dans le monde de l'entreprise. Et donc, en fait, le greenwashing, du fait qu'il y ait de plus en plus de sujets liés, donc ça a commencé avec le bio, mais la durabilité, le développement durable, il y a une montée de ces sujets qui sont apparus dans les discussions, mais il y a aussi une montée donc, de ce qu'on appelle du greenwashing. Est-ce que, par hasard, vous avez une idée un petit peu de ce que c'est que le greenwashing, si vous avez une définition? N'hésitez pas, si jamais, n'hésitez pas à vous lancer par message. Là, on est vraiment sur un point de vue de discussion. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, la définition arrivera par la suite. Mais juste par curiosité, si vous avez une petite idée, un petit peu de ce qu'est le greenwashing. Communication abusive sur les actions positives pour le développement durable, communiquer sur des éléments RSE sans les faire, faire des allégations environnementales fausses. Donc je vois que parmi ça, il y a des bonnes réponses. Mais avant de revenir sur ça, on va voir un petit peu d'un point de vue historique. On va reprendre un petit peu le commentaire de Philippe. Non, en fait, non, c'est pas forcément des campagnes qui sont trompeuses, ça l'est. Mais en rétrospective, voilà. Bon, je viens aussi du marketing, de la com, et on a souvent un petit peu cette image. Voilà, la publicité, ça n'a pas toujours véhiculé un message très responsable. On peut le voir dans ces communications là, des années, je crois que c'est des années 60, 50, où on voit, voilà, on donne un soda à un bébé, et on a des médecins qui mettent en avant les cigarettes. Euh, on a Cointreau, donc de l'alcool, qui dit ouais, mais faut pas hésiter à prendre de l'alcool et conduire. Enfin voilà. Euh, En fait, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, le but de la plupart des entreprises, c'était de à tout prix mettre en avant des produits sur le marché, qu'importe les moyens. Et de ce fait, il y a du fait que le sujet du développement durable commence à gagner de l'importance, bah on voit de plus en plus la publicité suit un mouvement qui propose donc de nombreux produits verts. Donc McDo je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais qui a changé uniquement en France la couleur de son logo pour avoir un côté plus naturel, pour parler aux Français. Coca-Cola qui a sorti Coca-Cola Life. Voilà. Le vert commence à arriver un petit peu partout. Mais pour autant, il n'y a pas forcément de corrélation en fait avec des produits qui seront responsables ou bons pour la santé. Donc voilà. Donc là, on a une définition de Cambridge qui définit donc le greenwashing comme des comportements ou des activités qui vont faire croire aux gens qu'une entreprise en fait plus pour protéger l'environnement qu'elle le fait réellement. Donc on parle, donc en effet, comme vous l'aviez bien précisé, on parle sur des campagnes qui sont trompeuses, des communications sur des éléments RSE sans forcément les faire, ou en tout cas euh, en exagérant. Mais on a une communication, enfin, on a une définition qui est de l'ADEME, qui est d'utiliser un argument écologique alors que l'intérêt du produit ou du service pour l'environnement est minime, voire inexistant. C'est également l'utilisation de l'argument de développement durable alors que la démarche initiée par l'entreprise
est en effet soit inexistant, soit partiel, peu solide, peu déployé. Donc c'est comme quand on voit, je sais pas, des entreprises comme Zara qui mettent en avant le fait que c'est du coton bio, ils utilisent des produits recyclés alors qu'ils utilisent l'équivalent, je crois, de 10% de produits recyclés. Donc voilà, c'est vraiment le fait de faire des campagnes qui se basent sur un fait qui est minime, voire inexistant. Mais du coup, je vais vous faire un petit jeu pour qu'on découvre ensemble comment déceler le greenwashing. Donc ça, c'est important pour vous, que ce soit en tant que consommateur, pour essayer de comprendre un petit peu les entreprises qui font du greenwashing, mais aussi pour vous en tant que employé, marketeur, communicant ou même autre, pour voir enfin, il est possible des fois de réaliser du greenwashing sans même s'en apercevoir. Et donc, c'est aussi bien de pouvoir éviter de voir toutes ces dérives. Et donc, en étant informé, on peut éviter de faire du greenwashing, même par accident. Donc, pour cela, on va voir un premier exemple. Donc là, vous achetez un vol Paris-New York avec Air France et vous voyez qu'il y a une possibilité de compenser vos émissions en payant des frais supplémentaires. Est-ce que c'est du greenwashing ou pas, d'après vous? Alors évidemment, on est sur le premier quiz, donc il n'y a pas y a pas de mauvaise réponse, vous inquiétez pas. Enfin, je veux dire, n'ayez pas peur. Donc là, je vois qu'on a pas mal de oui, on voit que c'est du greenwashing. Alors en effet, c'est du greenwashing parce que bah, c'est pas en payant plus cher qu'on va émettre moins d'émissions. Ça rend pas votre voyage plus écologique. Ils vont pas d'un coup, avec l'argent, bah, faire moins d'émissions. Donc ça n'a en fait aucun sens. C'est vraiment se faire de l'argent sur un point de vue, enfin sur une idée écologique. Donc en effet, bravo, félicitations. Ensuite, là, je vais vous passer une publicité. Dites-moi s'il y a le son. C'est pas obligatoire, c'est juste une musique, mais c'est toujours plus sympa d'avoir du son. Et donc, l'idée, c'est voilà, vous êtes à la recherche d'un nouveau jean. Vous voyez cette publicité Levi's. Est-ce que pour vous, c'est du greenwashing ou pas? La consommation mondiale de vêtements a doublé ces 15 dernières années. On peut aider à changer ça. En misant sur la qualité, on peut mieux choisir ses vêtements. En les choisissant mieux, on peut les porter plus longtemps. En les portant plus longtemps, on peut consommer moins. En consommant moins, on peut gaspiller moins. Et quand on gaspille moins, on participe au progrès. Est-ce que vous avez eu le son? Oui, oui, on l'a eu. Ok, Bon. merci. Super. Alors oui pour le son. Et alors pour vous, est-ce que c'est du greenwashing ou pas? Je vois qu'on a du non, on a du oui, on a du non qui arrive en force. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ce n'est pas du greenwashing, parce que en effet, les jeans ont une grosse impact écologique, mais le message de la publicité, il n'est pas de acheter un jean. C'est là où c'est un petit peu technique, c'est que le message de la publicité, c'est pas d'en acheter plus, c'est juste d'acheter de la meilleure qualité pour les porter plus longtemps. Donc, on va sur une idée de consommation responsable. Donc, il y a une vraie mise en avant de valeurs et voilà, d'améliorer la consommation. Donc, on n'est pas sur du greenwashing. Donc, vous voyez, la limite est toujours un peu. Alors, je vois dans les petits messages. Une vraie solution d'acheter, de faire durer les vêtements le plus longtemps possible. Alors, Marion, je serais très intéressée d'avoir votre podcast. N'hésitez pas, je pense que je ne serai pas la seule. Donc, si vous avez le lien, n'hésitez pas à le mettre dans la suite discussion. Ça pourrait être intéressant. Donc, pour la suite, on voit une voiture qui dit plus vous conduisez, plus vous purifiez de l'air. Est-ce que pour vous, c'est du greenwashing ou pas? Et donc, c'est une campagne de Toyota avec sa voiture hydrogène. Je vois qu'on a beaucoup de oui. Et donc, du coup,
En effet, c'est bien du greenwashing, ça consomme pas du pétrole, mais la production, la construction de la voiture. C'est une activité qui a une forte intensité, que ce soit dans l'extraction des ressources, les émissions, voilà. Concrètement, conduire, surtout quand on est seul ou à deux dans une voiture, ça reste quelque chose qui va produire énormément. Donc c'est pas si c'est pas parce que vous achetez cette voiture que vous allez purifier de l'air, concrètement. Alors là, vous êtes dans votre supermarché et vous voyez cette nouvelle marque de jus de fruits appelée Innocent. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette marque. Et quand vous regardez leur site web, vous voyez que c'est une entreprise certifiée B Corp et qu'elle répare la planète. Est-ce que pour vous, c'est du greenwashing ou pas? Je vois qu'on a du oui, on a du non. Limite. Donc plutôt non, mais quand même, je vois. Eh bien, écoutez, la réponse, c'est que même quand on est une entreprise qui fait des bonnes choses pour la planète, qui essaye d'agir dans ce sens, qui est certifié B Corp, on peut quand même faire du greenwashing. Parce que ça reste un produit de grande consommation qui reste en plastique et qui contribue considérablement à la pollution plastique. Donc, vous aviez raison, Philippe, c'est limité, mais là, le terme réparer, c'est clairement du greenwashing. Ils réparent pas la planète avec des bouteilles en plastique. Soyons honnêtes. Même si c'est du plastique qui pourrait être un certain pourcentage recyclé. Voilà, le recyclage, au bout d'un moment, ça a ses limites. On peut pas recycler un produit à l'infini, en tout cas pas un produit en plastique. Donc, en effet, on n'est pas sur de la bonne utilisation de verbatim. Ensuite, alors attention, là, je vois que le temps file, donc on va aller un tout petit peu plus vite. Voilà, vous avez décidé de changer votre téléphone et vous cherchez un nouveau téléphone, vous tombez sur cette publicité de Fairphone. Est-ce que c'est du greenwashing ou pas? Je vais mettre un petit peu en arrière. Ah, alors c'est pas grave s'il n'y a pas le son. L'important c'est ce qu'il y a écrit dessus. Alors pour vous, est-ce que c'est du greenwashing ou pas? Je vois qu'on a pas mal de noms. Eh bien, écoutez, vous avez raison. Je vois que vous êtes des pros du greenwashing et que vous avez tous bien compris la définition parce que contrairement aux marques, Fairphone, c'est une entreprise qui fait la promotion d'un téléphone qui va durer plus longtemps afin de réduire ses déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fairphone, ils sont vraiment dans la transparence la plus totale. C'est-à-dire que si vous allez sur leur site, ils vont vous donner vraiment toutes les informations sur qui sont leurs fournisseurs, où est-ce qu'ils prélèvent leurs matières premières, combien est-ce que ça coûte. Ils ont vraiment, Elena, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'ils ont ils ont partagé leur ACV ou en tout cas ils ont partagé euh, toutes leurs informations là-dessus. Donc ils sont le plus transparents possible et donc ce qu'ils disent dans leur publicité, bah, c'est vérifiable par des données chiffrées, par du contenu. Donc, en effet, tout ce qu'il raconte est vrai. Ce n'est donc pas du greenwashing. Et ça peut être vérifié. Donc, j'avance un tout petit peu plus vite. Donc là, on a une publicité qui apparaît sur le média 20 minutes. C'est une publicité pour une voiture, une nouvelle voiture, la Mi de Seat. Est-ce que pour vous, c'est du greenwashing ou pas?
Donc la publicité qui dit vous seriez mieux en mi. Et on voit quelqu'un qui est dans les transports en commun. Il y a plus de doutes par ici? Alors, c'est pas du greenwashing car c'est un message environnemental. Car pas de message environnemental, pardon. Pas de greenwashing. Ok. On voit que Philippe dit que ça pousse plutôt à utiliser la voiture. Et donc, en effet, on considère que c'est du greenwashing parce que, attention, là, c'est plus technique. On parle sur un dénigrement d'une pratique qui est plus éco-responsable, du greenwashing. Donc là, en effet, comme le disait Philippe, ça pousse plus à utiliser la voiture. Et donc cette publicité elle va poser problème car elle dénigre le transport en commun et donc qui va inciter le public à opter sur une voiture individuelle et donc à polluer plus. Donc là, en effet, il n'y avait pas de message environnemental, mais ça reste une publicité qui va pousser vers le dénigrement de, d'un- d'un, euh, des transports en commun. Donc là, on va aller un petit peu plus vite. C'est un label de couche écologique numéro 1 en magasin bio pour bébé. Est-ce que pour vous, c'est du greenwashing ou pas? On a du oui, on a du oui. Bah, vous avez raison. C'est un label qui nous dit que c'est les couches numéro 1 en magasin bio. Basé sur quoi? Il n'y a pas de fait. C'est un label qu'on ne connaît pas. Euh, Terme écologique, en fait là, il nous donne des informations, on n'a aucune info derrière. Il n'y a pas de transparence, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, on ne sait pas si c'est fondé sur quel fait. Voilà. Et surtout, les couches écologiques numéro 1, bah, encore une fois, basé sur quoi? Si vous auriez pu mettre plus écologique, pourquoi pas, mais voilà, pour le moment, on n'a aucune information. Donc, greenwashing. Et je crois que c'est la dernière, si mes souvenirs sont bons. Là, on a une publicité pour Ouigo. Est-ce que c'est du greenwashing ou pas? Donc là, c'est Ouigo, les trains qui font une petite attaque à la voiture. On a du non. Eh bien écoutez, en effet, pas de problème pour cette publicité. Donc on voit bien le dénigrement de la voiture au profit du transport à impact environnemental, donc plus réduit. Ce n'est pas du greenwashing. Parce que voilà, le message il reste fondé. En effet, le train s'est reconnu pour être moins polluant que la voiture. Bon, alors celle-ci, je l'ai passée parce qu'elle est un peu longue pour vous montrer. De toute façon, vous pourrez avoir accès au jeu. Voilà, c'est un article. Je vous laisserai le regarder par vous-même. Parce que là, on a déjà dépassé le temps, donc je m'en excuse. Euh, mais voilà. Euh, On a terminé ce petit jeu du greenwashing. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas facile de distinguer. Il y a des moments où ça peut être un peu traître. Et donc, c'est aussi pour ça que le greenwashing, ça continue à exister parce que ça peut être compliqué et on peut être facilement, en fait, pour des personnes qui sont pas initiées, peuvent facilement tomber dans le panneau des publicités. Donc, voilà, c'est pour vous en tant que soit client ou soit spécialiste du marketing de la communication de prendre ces informations en compte pour vos prochaines communications. On a pu le voir avec Innocent qui, malgré son implication écologique, peut quand même faire des erreurs, peut quand même faire du greenwashing. Donc voilà, c'était des informations qui restent quand même importantes à prendre en compte. Je vais en profiter pour terminer avec notre webinaire. Est-ce que je vois toujours le chat? Voilà. Donc, promis, on termine très bientôt. En fait, voilà, je voulais juste vous donner plus d'informations sur ce que vous avez appris. En fait, toutes ces informations, elles viennent de notre formation Manager la durabilité en entreprise. Voilà, c'est une formation qui vous permet de maîtriser les 10 aspects que nous, on considère clés sur la durabilité en entreprise. C'est une formation qui est en ligne.
Et vous avez retrouvé donc l'introduction à la durabilité, c'était notre première partie, touche un petit peu, on va un peu plus loin, passer au-delà de la RSE pour vraiment transformer l'entreprise. On a vu l'analyse du cycle de vie. Donc voilà, donc chacune de ces leçons, vous voyez, c'est une formation qui dure 50 heures, qui est faite à votre rythme. Vraiment, vous n'avez pas passé à 50 heures d'affilée dessus, évidemment. Voilà, on creuse, nous, tous ces sujets qui sont expliqués. Comme pour ce webinaire, les informations que vous obtenez suite à cette formation, vous les gardez à vie. Vous participez ensuite, vous pouvez rejoindre une communauté basée sur soit votre métier, soit voilà, vous êtes en contact avec des experts. Voilà, on parle vraiment de tout. La CV, des questions climatiques, de la décarbonation, l'aspect social de la durabilité. On parle sur la chaîne d'approvisionnement, l'offre durable. Donc là, on part sur le marketing. On va plus loin que, évidemment, juste déceler le greenwashing, ce qui est un petit peu l'étape numéro 1. Mais ensuite, on part vraiment plus dans les détails avec des informations concrètes, des outils. Pareil pour les risques financiers, CSRD, etc. Et on va plus loin jusqu'à carrément transformer l'entreprise. Il y a des cas pratiques, il y a des exemples, il y a des échanges qui sont faits, des groupes de travail. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, à contact@ecolone.com. Vous allez sinon sur notre site. Mais voilà, si vous voulez un moment en savoir plus, nous dans tous les cas, on vous envoie les slides du bootcamp avec des liens pour creuser les sujets qui ont pu vous intéresser. Si vous avez encore un petit peu de temps et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous libère pour aller manger et pour passer un bon fin de vendredi, un bon week-end. Voilà. Merci à vous. Ça veut dire quoi, bootcamp? Bootcamp, en fait, c'est un format court et intense où on parle sur des informations. Donc nous, on a repris le bootcamp pour en faire le bootcamp de la durabilité. Évidemment, en 1 heure, on ne peut pas tout faire. 1 heure et quart, on a essayé de pousser à 1 heure et quart. Donc là, on a essayé de prendre des sujets qui sont assez pertinents, qui puissent parler un petit peu à tout le monde, qu'importe son métier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce contenu de bootcamp. Voilà. Après, on essaie d'en faire plusieurs dans l'année sur différents sujets. On a fait là, il n'y a pas longtemps, le bootcamp de l'ingénierie, il y a quelques mois. Et voilà, on essaie de pousser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite, j'espère. Et passez une très bonne après-midi. Et Merci un très bon week-end. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes.